et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, l'opposition malienne en ordre de marche pour l'élection présidentielle. Soumaïla Cissé, candidat officiel, le chef de file de l'opposition parlementaire, a été investi samedi par l'URD, son parti, mais également par la plateforme Ensemble Restaurons l'Espoir, coalition qui regroupe une trentaine de partis politiques et plus de 200 associations. Décryptage et débat autour de cette candidature dans la première partie de cette émission. Former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour criminelle de Brazzaville, intention annoncée par la défense du général Jean-Marie Michel Mokoko, opposant condamné à 20 ans de prison en République du Congo pour atteinte à la sûreté de l'État. Et cette affaire pourrait bien être portée devant les juridictions internationales. Et dans notre Zoom Société, cancer de la peau, grave problème visuel, quelle prise en charge médicale des personnes atteintes d'albinisme? Et les inexistences dénoncent les associations qui leur viennent en aide. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Sayouba Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste également, écrivain. Avec moi également, Monsieur Stephens Aplogan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, également auteur du Sarcophage des mutilés aux éditions Langlois Cécile. Merci à tous les deux d'être avec moi sur ce plateau. Et place tout de suite à l'actualité politique. Présidentielle au Mali se prépare. Pour l'heure, une vingtaine de candidats sont en lice, dont Soumaïla Cissé, investi ce samedi au stade du 26 mars de Bamako par l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, mais aussi la plateforme Ensemble Restaurons l'Espoir. Troisième tentative donc pour le chef de file de l'opposition à un scrutin présidentiel. Soumaïla Cissé, qui dans son discours d'investiture a insisté sur la nécessité de changement et d'alternance dans son pays, le Mali au bord du chaos, selon les mots du candidat. Reportage Mokhtar Bari. Soumaïla Cissé, chef de l'opposition politique, est candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Soutenu par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, mais aussi par une plateforme dénommée Ensemble Restaurons l'Espoir, Soumaïla Cissé a lancé un appel au changement et à l'alternance pour, dit-il, sauver le Mali, qui est au bord du chaos. L'ex-patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est dit confiant quant à la victoire à l'issue de ce scrutin présidentiel. Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. La victoire est certaine. Personne ne peut en douter. Encore du courage. Soyons vigilants. Pas de tricherie. Pas de fraude comme en 2013. Pas de yurkou-yurkou comme en 2013. Pas de nyarabi-nyarabi comme en 2013. C'est le stade du 26 mars qui a servi de cadre pour cette investiture. Plusieurs mouvements de jeunesse, partis amis du Mali, mais aussi du Burkina, Côte d'Ivoire et Guinée ont répondu présents à cette cérémonie. La jeunesse fortement impliquée dans cette soif d'alternance, tout en fustigeant les failles du pouvoir en place, appelle à l'alternance. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que nous avons fait un travail patriotique. Nous avons démontré à l'opinion nationale et internationale que malgré les supplices que le peuple subit du fait de la mauvaise gouvernance du régime Ibeka, installé au Mali depuis le 4 septembre 2013, a réellement décidé maintenant de s'engager pour l'alternance et le changement. Et cette alternance et ce changement, nous allons le concrétiser, Inch'Allah, lors de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. À 68 ans, Soumaïla Cissé participe pour la troisième fois à une élection présidentielle. Rappelons que Soumaïla Cissé a terminé à 2 reprises au second tour, en 2002 face à Amadou Toumani Touré, puis en 2013 face à Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel locataire du palais de Koulouba.
Investiture. Donc ce samedi de Soumaïla Cissé, dans son discours, on a senti véritablement une envie de prendre sa revanche lors du prochain scrutin. Iba Traoré. Oui, ce qu'on peut souhaiter, c'est que moi j'ai retenu de tout ça parce qu'on a suivi ce travail de recomposition du personnel politique au Mali. Et à chaque fois qu'il y a une élection qui se profile à l'horizon, c'est normal que les positionnements évoluent, que chacun sorte de son précaré, que les intentions s'affirment. C'est tout à fait normal. Ce que moi j'ai retenu, il y a un mot qui est revenu à chaque fois dans les deux camps, c'est le mot espoir. Évidemment, quand on est dans la compétition, on a l'espoir de la victoire. Mais pour le simple citoyen et l'observateur extérieur que je suis, l'espoir, c'est surtout l'espoir de pacification des mœurs politiques sur notre continent. Que le perdant ne soit pas obligé de s'exiler, et que les relations politiques dans les partis ne soient pas forcément l'anathème. Parce que quand on écoute les meetings, il ne manque que l'appel au combat, quoi. C'est tout ce qui manque. Il faudrait pacifier tout ça parce que je pense que la compétition politique, c'est quelque chose qui doit fonder le vivre ensemble, c'est quelque chose qui doit tracer, en tout cas, les parois du pouvoir pour le vainqueur, pour son mandat à venir. J'ai l'impression à chaque fois que on avance d'un pas, on recule de deux pas. Et là, ça ne peut pas durer, quoi. Ça ne peut pas continuer, il faut la pacification. Bon, le Mali l'a un peu démontré parce que Soumaïla Cissé n'a pas été obligé de s'exiler. Il n'a pas subi de cabale, il n'a pas subi de procès politique monté de toutes pièces. En tout cas, à ma connaissance, oui. Le Mali l'a démontré que c'est possible. Stéphane Aplogan, alors ils sont plusieurs leaders de l'opposition à s'engager pour l'alternance, le changement. On l'a vu par exemple avec Moussa Mara, encore Thiébile Dramé, mais au regard quand même de la mobilisation qu'on a remarquée au stade du 26 mai à Bamako, donc plus de 80 000 personnes selon les organisateurs. On l'a vu, il a été investi par une coalition de l'opposition qui rassemble une trentaine quand même de partis de l'opposition. Il s'agit là d'une véritable démonstration de force pour le candidat de l'URD. Je ne le vois pas sous cet angle. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incantations. Et puis on a déjà vu des foules se constituer comme ça dans plusieurs pays. Et quelques mois après ou semaines, l'opposition perd. Au-delà de l'incantation qu'on voit, il y a une collectivisation de la colère. Et ça c'est un phénomène qui se développe un peu plus en Afrique, où l'opposition essaie d'instrumentaliser le peuple, lui injecter des doses d'éléments capables de relancer une sorte de colère. Donc galvaniser Oui, galvaniser, mais aussi et montrer que c'est l'autre le méchant. Et que David vient sauver, délivrer le peuple des mains de Goliath. C'est un effet de foule, c'est de l'émotion vendue, peut-être à coups de millions, mais je ne pense pas que ça règle encore le problème du peuple africain, du peuple malien, parce qu'en amont, il faut réellement que l'élection soit préparée. Quels sont les outils qu'on utilise pour préparer le peuple à comprendre les enjeux de cette élection? Quels sont les éléments d'appréciation qu'on lui donne? Il ne suffit pas de réunir 80 000 personnes dans un stade, de médiatiser cet appel à une sorte de vengeance, comme le dit M. Traoré, pour que le résultat soit, in fine, ce qu'on espère. Parce que le risque est que, quand il aurait mobilisé 80 000 personnes, et qu'au soir des élections, le camp d'en face aurait remporté, on parlera de trépatouillage, on parlera de fraude. Et là, déjà, il est en train de lancer la lettre qu'il n'y ait pas de
Donc la lutte contre la fraude pour cette élection qui se passe. Mais est-ce qu'il n'a pas eu raison aussi de le dire, puisqu'on sait que cette élection va se dérouler dans un contexte particulier d'un point de vue sécuritaire. Donc là aussi, son discours, est-ce qu'il n'est pas approprié? Son discours est tout à fait approprié, c'est tout à fait normal. D'abord, il est candidat. Moi, je mesure mes propos parce que moi, je suis un observateur, je suis à la marge. Et celui qui est sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. J'ai regardé la composition, bon, je connais un peu la scène politique malienne parce que c'est le voisin du Burkina Faso dont je suis. Et en plus, mon travail me conduit sur le terrain en Afrique. Moi, j'ai regardé la composition des 30 partis de la coalition. Il y a 18 quand même qui sont issus du pouvoir actuel, ou qui n'ont pas totalement rompu les liens, où on se demande s'ils ont vraiment franchi le pas, à quel jeu ils jouent. C'est vrai qu'il y a des effets de foule, c'est vrai qu'ils ont joué beaucoup sur l'émotionnel. Moi, j'ai regardé le meeting comme tout le monde. L'émotionnel a vraiment pris le pas sur le fond. Moi, je n'ai pas compris le message que cette coalition voulait adresser aux Maliens. Je n'ai pas compris. Le discours, c'est quoi? Le programme, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons faire si nous gagnons? C'est quoi? Ça, ce n'est pas dit. Voilà. Ce qui est dit, c'est l'émotionnel. Oui, on prévient. Un discours populiste, vous diriez? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est populiste, mais nous frôlons quand même le populisme parce que une élection, c'est quand même le choix du peuple, quoi. C'est le peuple qui décide. Et d'ici fin juillet, beaucoup de choses peuvent se passer dans un combat politique. On peut perdre une élection pour un débat raté, comme on l'a vu. On peut perdre une élection pour un mot malheureux dans une interview. Oui. On peut perdre l'élection pour beaucoup de choses, y compris des choses insignifiantes. Beaucoup de choses peuvent se passer. Dire que la victoire est certaine, ça veut dire que si je perds, c'est que quelqu'un n'a pas joué le jeu. Quelque part, on met le couteau sur la gorge de quelqu'un, quoi. Et je ne pense pas que ce soit une stratégie qui va pacifier les mœurs comme moi je le souhaite. Parce que quand même, nous vivons en Europe, on voit aujourd'hui, on n'a pas besoin de vivre quelque part pour voir avec les réseaux sociaux, avec votre travail de télé, on suit les choses quasiment comme si on y était. Pouvoir changer de président parce que le peuple ne veut pas l'ancien ou le peuple veut le nouveau, ça reste un rêve en Afrique. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Pourtant, je ne vois pas ce qu'il y a de sorcier à organiser une élection normalement et que les gens aillent voter pacifiquement, sans crainte, et que l'adversaire n'ait pas de crainte, et que celui qui est au pouvoir n'ait pas peur de perdre le pouvoir. Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est ça. C'est que quand on est au pouvoir en Afrique, on sait que si on perd le pouvoir, on perd tout, y compris sa sécurité future et sa tranquillité future. Oui. Et ça ne devrait pas exister. Alors, on a vu quand même, voilà, je le répète encore, hein, Soumaïla Cissé qui est extrêmement populaire au Mali. Qu'est-ce qui a fait qu'une candidature commune au sein de l'opposition autour de lui n'ait pas pu avoir lieu? Alors, il n'était pas très clair quand même hein, sur sa volonté ou pas d'aller vers cette candidature commune. Est-ce que c'est à cause de cela qu'elle n'a pas pu être possible finalement? Je ne pense pas, je ne pourrais pas l'affirmer du moins. Mais je pense que ce qui peut poser problème dans ce sens, c'est que tous les acteurs politiques sont dans un même marigot. Et pour le moment, il y a des intérêts antagonistes. Qui ira du côté de Ibeka et qui pourra le soutenir? Chacun fait le point de ses intérêts et de tout ce qu'il peut perdre en se mettant dans cette balance. Il faut comprendre que ce n'est pas toutes les batailles qu'on fait avec les gens. Et il faut mesurer les enjeux et surtout, c'est un territoire de concession et de compromis. Et possible qu'il n'ait pas donné suite aux revendications ou du moins aux propositions que les autres lui auraient peut-être fait avancer et que sur cette base, il se soit désolidarisé de la démarche. On le voit dans
dans plusieurs pays africains. Je crois que ça se prépare aussi au niveau de la Guinée-Conakry. Ça a eu lieu au Bénin en 2016, où toute une coalition, je crois faute de 17 candidats malheureux, se sont coalisés autour de celui qui a fini actuel président de la République. Il y a eu des cahiers de charges, il y a eu des signatures, mais au finish, rien n'a été plus ou moins satisfait sur la base des concessions ou des promesses que les contractants se seraient faits. Oui. Vous voyez. Et donc, l'expérience ou l'échec d'un inspire les autres aussi à prendre plus de garanties. Je suppose que dans ce cas, ils ont certainement demandé que Soumaïla Cissé donne plus de garanties. Et n'ayant pas les moyens de le faire, ils ont préféré rester avec Ibeka ou dans l'anonymat pour l'instant. Saïba Traoré. Moi, je pense que c'est plutôt un problème d'homme. Moi, je vois que c'est un problème du système. Nous avons un système politique où, si on ne gagne pas l'élection, quel que soit le niveau, hein, même au niveau communal, quel que soit le niveau, aussi on ne gagne pas, qu'on ne soit pas loin de la gamelle, qu'on ait ses entrées et sorties. Voilà. Parce qu'on a un personnel politique qui sont des professionnels de la politique, qui n'ont pas d'autres sources de revenus, qui n'ont pas d'autres, les anglophones disent occupation, mais qui n'ont pas d'autres fonctions que de faire de la politique. Et nos systèmes font que quand vous perdez, vous avez tout perdu sans possibilité de rémission. Ça crispe les positions où on n'est pas à l'aise, même dans une négociation, parce qu'on avance des pions. Le problème, bon, c'est leur cuisine interne. On pourrait dire que ça ne nous regarde pas, mais le problème, c'est que ce système prend la population en otage, parce qu'il y a toujours un jeu de combinaison au sommet, ou en tout cas des jeux souterrains, qui maintient l'électorat de côté, qui maintient la population de côté. Quand vous lisez certains programmes, c'est le même catalogue, hein, on va apporter l'eau, on va apporter ceci, on va apporter cela. Je rappelle quand même que depuis 1960, pour ne pas dire 58, si on tient compte de ce qui s'est passé en Guinée, ou alors plus loin parce que le Ghana était indépendant, je pourrais dire que depuis les indépendances, c'est toujours le même cahier de doléances. Donc quelque chose d'assez générique finalement. Bah, vous voyez, à chaque conférence que vous allez en tant que journaliste, vous voyez, c'est la date du discours qui change. Hein. C'est juste la date, c'est le lieu qui change. C'est toujours le même discours, c'est toujours le même cahier de doléances. On n'a pas l'eau, on n'a pas la santé. Citez-moi un seul dossier qui a avancé depuis 1960. Voilà, donc... Et ce système politique fait qu'on prend les populations en otage, y compris les intérêts des populations. Quand même, les populations ne devraient pas être le grand oublié de cette affaire. Ça ne devrait pas être le cas. Et pourtant, c'est ce qui se joue. Et à chaque fois, on recommence, je ne dirais pas la même comédie, mais à chaque fois, en tout cas, c'est le même sketch qu'on voit. Bon, avec des degrés ou plus ou moins d'anathème. L'autre est le mauvais, l'autre est le bon, l'autre est... Moi, je suis le... Bon, chacun dirait évidemment qu'il est le pur et que l'autre est le méchant. Mais c'est que ça ne fait pas les affaires de nos pays, ça ne fait pas les affaires de nos populations. Et ça, quand même, on doit le déplorer. Parce que nous sommes en 2018, quoi. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage, voilà, donc ce que l'on pouvait dire sur cette investiture pour la présidentielle de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants et on parle de la République du Congo.